Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures dont tels sont les principaux titres. Sommet donc sur l'Alliance solaire internationale, un sommet qui regroupe donc plus de 121 pays donc et auquel participe le président de la République Ismaël Omar Guelleh. Et le Japon se souvient 7 ans après le tsunami et la catastrophe nucléaire de Fukushima. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé donc ce dimanche matin au centre culturel Rashtrapati Bhavan pour prendre part au sommet, premier sommet donc de l'Alliance solaire internationale. Le numéro 1 djiboutien donc a été accueilli par le Premier ministre indien Narendra Modi et après l'arrivée donc des différents chefs d'État devant prendre part à ce sommet, une photo de famille donc a été faite pour marquer l'événement qui est le premier du genre. Et c'est le Premier ministre donc qui a accueilli l'ensemble des dirigeants, chefs d'État et de gouvernement donc qui devront participer à ce sommet. Rappelant que l'Alliance solaire internationale est une alliance intergouvernementale basée sur un traité de 121 pays riches en ressources solaires situés entièrement ou partiellement entre les tropiques du Cancer et du Capricorne. La conférence devant assurer une transition énergétique et mettre en place une alliance internationale pour le solaire et qui s'est ouverte donc ce matin à New Delhi. Elle propose une plus grande coopération entre plusieurs pays et devenir donc une sérieuse alternative pour faire face au changement climatique et la pollution de l'atmosphère. Et la promotion de l'énergie donc solaire sera ainsi au centre de cette importante rencontre internationale. L'Alliance solaire internationale a notamment comme objectif de réduire massivement les coûts de l'énergie solaire et répondre à la forte demande énergétique dans les pays en développement. L'alliance donc a été mise en place par la France et l'Inde à l'occasion de la conférence de Paris pour le climat en décembre 2015. Et le Premier ministre indien Narendra Modi et le président français Emmanuel Macron co-président donc ce sommet. Une vingtaine d'autres chefs d'État et de gouvernement participent aux travaux de ce sommet, dont le président de la République Ismaël Omar Guelleh, le président du Rwanda Paul Kagame et le président du Gabon Ali Bongo. Outre les délégations de plusieurs pays représentés à un niveau inférieur, on compte également des représentants des agences des Nations Unies, de la Banque mondiale, la société civile et des experts du milieu venus partager leur expérience et leur savoir-faire. Ce forum mettra essentiellement le projecteur sur le succès enregistré par l'Inde dans ses efforts visant à réduire substantiellement son recours aux énergies fossiles. L'on estime que les populations de 121 pays situés entre les tropiques du Cancer et du Capricorne peuvent tirer avantage des rayons solaires et ces populations représentant 73% des habitants de la planète Terre. Et le président français Emmanuel Macron et les dirigeants indiens Narendra Modi sont intervenus donc à l'ouverture de ce sommet de l'Alliance solaire internationale ce matin à New Delhi. Nous sommes venus de tous les continents poser des sujets sur la table et donner accès à l'énergie solaire dans le monde, ont-ils souligné. Par le biais de l'AFD, l'Agence française de développement, la France va engager des fonds importants pour développer l'énergie solaire. Je vous propose de les suivre. Mes chers amis,
Si nous sommes là aujourd'hui, en effet, c'est parce que nous croyons à la leçon du Mahatma Gandhi selon laquelle une once de pratique vaut mieux que des tonnes de discours. Et je crois que nous devons suivre ensemble la leçon de nos Solar Mamas. Il y a eu beaucoup de discours, nous en avons fait les uns les autres, contre le réchauffement climatique et les dérèglements. Et beaucoup d'entre vous, ici présents, avec qui nous étions hier soir, en vivent les conséquences directes sur leur sol. Ont déjà perdu des morceaux de territoire, ont une partie de leur activité économique qui est déjà bousculée, ont vu la vie quotidienne de leurs concitoyens déjà profondément perturbée par ces conséquences. Parce que nous avons aujourd'hui ce que vous avez appelé, il y a quelques semaines, Monsieur le Premier ministre, une fracture. Une fracture entre le présent et le futur, une fracture entre le nord et le sud, une fracture entre les besoins et le potentiel de production de l'énergie, et en particulier de l'énergie solaire. Mais ces fractures ne doivent pas nous faire oublier une chose, c'est que nous n'avons qu'une planète, que nous la partageons, et que pour elle nous n'avons aucune solution de rechange. देवी और सज्जनों, नमस्कार। मैं दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के स्थापना सम्मेलन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के ऐतिहासिक दिन का बीज Et du haut de la tribune de ce sommet, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a prononcé un important discours en langue anglaise dans lequel il a indiqué, je cite, « Les défis environnementaux de notre ère qui ne sont que les conséquences de la longue période d'industrialisation qu'a connue le monde depuis l'ère industrielle nous entassent jour après jour dans une impasse planétaire qui risque à terme de nous dépasser si ce n'est pas déjà le cas. » Les effets dus au changement climatique se font de plus en plus ressentir dans nos pays, avancée du désert, un climat de plus en plus capricieux, augmentation des gaz à effet de serre et bien d'autres facteurs qui contribuent à une modification profonde de l'équilibre naturel de notre planète. Apporter des solutions concrètes à ces défis est donc plus que nécessaire aujourd'hui, plus qu'hier. Depuis la création de l'Alliance solaire internationale en novembre 2015 à Paris, l'institution qui s'est fixé l'objectif ambitieux de lutter contre les changements climatiques à l'échelle mondiale en permettant l'exploitation du potentiel solaire et en le rendant le plus abordable possible aux populations vivant dans les pays situés dans la ceinture entre les tropiques du Cancer et du Capricorne, soit 121 pays à fort potentiel solaire et près de 73% de la population mondiale. L'Alliance a vu la signature de l'accord cadre de l'Alliance par 52 pays, dont 26 ont ratifié. Bien que représentant une infime partie de cette population, les Djiboutiens se sentent privilégiés par la nature, raison pour laquelle nous rendons un vif hommage à cette institution, à ses premiers pas, mais aussi aux nobles efforts qu'elle ambitionne apporter pour contribuer à renforcer les stratégies de développement des énergies renouvelables et principalement le solaire dans ces pays à fort potentiel solaire qui font souvent face à un défaut en capacité technico-financière pour développer ces ressources par leurs propres moyens. En effet, bien que très ambitieux dans nos politiques énergétiques, mais aussi économiques et sociales, nous, en Afrique, sommes caractérisés par un faible taux d'accès à l'électricité. Aujourd'hui, près de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Cela est le résultat de la faible capacité d'investissement disponible dans nos pays, mais aussi de la cherté des technologies qui devraient permettre de développer un accès durable des populations aux services énergétiques de base. Mesdames et messieurs, suite à la porte sud du détroit, située à la porte sud du détroit du Bab el-Mandeb, au croisement de corridors maritimes très fréquentés, la République de Djibouti voit passer tous les ans près du tiers du trafic maritime international. Cela représente beaucoup et confère au pays un caractère hautement stratégique. Djibouti se doit de profiter de cette position géostratégique unique. Depuis les 2 dernières décennies, Djibouti a créé une dynamique insufflée par la mise en chantier d'un vaste programme d'investissement dans les infrastructures à forte valeur ajoutée
entre autres à travers la construction de nouveaux ports, dont les ports de Doralé, le terminal à conteneurs, le port multipurpose et le terminal pétrolier d'Oralé, la viabilisation des zones franches de Korambado et de la zone d'affaires de Marabou, les projets de terminaux pétroliers et gaziers de Damerjog, le port de Tadjoura et de Goubet. Ce programme vise à transformer le pays en une plateforme régionale de services commerciaux, de logistique et financier grâce aux investissements directs étrangers qui devront entraîner le pays vers une économie de services stable dans le moyen terme. À ce jour, les efforts entrepris ont conféré au pays une croissance stable autour des 6%. À l'échelle du pays, bien que nos potentiels en énergie renouvelable, solaire, géothermique ou éolienne soient considérables, nous continuons à faire face à une forte production d'électricité d'origine thermique, une électricité sujette aux aléas du cours mondial du pétrole. Cette situation n'est plus tolérable. Il n'est en effet plus possible qu'à l'ère où le monde passe aux énergies propres et malgré notre fort potentiel renouvelable, nous continuons à dépendre des hydrocarbures pour notre production électrique. D'ailleurs, la nouvelle vision 2035 du pays, qui s'articule entre autres autour d'un Djibouti émergent et jonction entre le continent africain, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Europe, prévoit un renforcement des infrastructures énergétiques. La mise en œuvre de cette vision pays suppose le développement, la diversification et un meilleur déploiement de cette électricité verte sur l'ensemble du territoire djiboutien. Cette transition reposera principalement sur les ressources d'énergie géothermique, éolienne et solaire, ainsi que sur l'interconnexion avec l'Éthiopie voisine qui est basée sur l'énergie hydraulique. Outre un enjeu quantitatif majeur de taille, le nouveau mixte énergétique prévu par les stratégies nationales devra répondre à des critères de qualité, de fiabilité et de coût. Les énergies renouvelables constituent donc un atout de choix pour appuyer les ambitieuses politiques socio-économiques de mon pays. Fin de citation. Et poursuivant son allocution, le numéro 1 djiboutien a indiqué que la République de Djibouti se focalisera en premier lieu sur l'exploitation de son potentiel solaire pour satisfaire ses besoins énergétiques. Voici les propos du chef de l'État, je cite. Les potentiels en énergie renouvelable de Djibouti sont bien connus. Djibouti donc dispose d'un potentiel géothermique avéré de 600 à 1000 MW, d'un important potentiel éolien avec des vitesses de vent compris entre 10 et 14 mètres par seconde, mais surtout d'un potentiel solaire qui constitue la principale richesse en énergie renouvelable avec une irradiation normale directe de près de 2430 kWh par mètre carré et par an, compatible avec une production à partir du solaire photovoltaïque ou thermique. La stratégie pays place donc l'énergie solaire sur un piédestal dans le nouveau mixte énergétique. La République de Djibouti se focalisera donc en premier lieu sur l'exploitation de son potentiel solaire pour satisfaire à ses besoins énergétiques et renforcer sa capacité de production qui a cru rapidement ces dernières années avec la nouvelle politique de développement des infrastructures portuaires, aéroportuaires et routières. Cette capacité de près de 100 MW à l'heure actuelle devra passer à plus de 1000 MW à l'environ 2030. Une augmentation considérable est donc nécessaire pour combler ce fossé. Pour atteindre ces objectifs nécessaires au développement économique du pays, nous avons fait le choix de miser, à travers la loi sur les producteurs indépendants de l'électricité, sur les investissements directs étrangers et lancer le pays vers une nouvelle organisation du marché de l'électricité. La libéralisation de la production d'électricité. Un marché qui se devra d'être non seulement libéral, mais aussi concurrentiel, où les énergies renouvelables seront une pièce clé pour établir un modèle efficace, équitable et durable de développement énergétique dans le mix énergétique national. De cette initiative résultent plusieurs projets en cours, dont une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 30 MW avec des partenaires allemands, mais aussi un projet d'agri-énergie d'une capacité de 30 MW, fruit de notre partenariat avec nos partenaires français, dont le concept qui combine agriculture et énergie permettra de donner une impulsion, nous l'espérons, aux activités génératrices de revenus.
Enfin, parallèlement à cela, la République de Djibouti mise sur la production d'électricité photovoltaïque pour lutter contre la précarité énergétique dans les zones rurales pour des applications aussi variées que dans les secteurs de l'agriculture pour les activités de pompage ou de purification de l'eau, de la santé, de l'éducation pour les générateurs solaires indispensables dans les milieux ruraux et enfin des centrales solaires photovoltaïques ou à concentration pour la production de quantités plus importantes d'électricité, tout cela avec nos partenaires de l'ISA dans l'Inde. Mesdames et messieurs, le choix des énergies renouvelables dans nos pays n'est pas un choix, mais une obligation, une responsabilité envers notre planète et nos enfants. Nous nous devons de leur laisser un environnement aussi sain que possible. C'est un devoir qui nous incombe à tous et qui, grâce à votre engagement dans cette alliance solaire mondiale, permettra de mieux vivre, de vivre plus sainement et d'apporter une bouffée d'air propre à notre planète. Fin de citation. Et en marge du sommet sur les énergies solaires de l'Alliance internationale, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi. Au cours de cette rencontre, il a été question des relations d'amitié et de coopération, ainsi que des voies et moyens de promouvoir les partenariats gagnant-gagnant que les deux nations entretiennent dans plusieurs secteurs du développement. Cette rencontre entre les deux dirigeants a vu la participation du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, du ministre de l'énergie, Younis Ali Guedi, et de notre ambassadeur. Et côté indien, bien sûr, les proches collaborateurs du Premier ministre ainsi que les différents responsables, donc autorités du pays, ont participé à cette rencontre qui a vu donc la rencontre et l'entretien entre le président de la République et le Premier ministre indien. Et à l'issue de la première journée de ce sommet, le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, qui accompagne le chef de l'État dans ses déplacements, nous a accordé une interview. On l'écoute. Nous sommes à New Delhi le 11 mars, c'est le sommet de l'ISA. Je peux dire qu'aujourd'hui, d'abord, l'ISA, on en parlait, mais aujourd'hui, c'est le sommet fondateur de l'ISA. L'ISA aujourd'hui prend pied et c'est le commencement de l'Alliance solaire internationale. Ça a été, le coup d'envoi a été donné par les premiers ministres de l'Inde et le président français Macron. Et nous étions représentés par le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, et nous-mêmes qui avons pris part, et Djibouti espère profiter et adhérer d'abord à cette alliance, et plus tard profiter des objectifs à atteindre pour une énergie 100% verte horizon 2035 à Djibouti. Mais pour en arriver là, je vais dire que il faut deux objectifs. Les objectifs étaient que, d'abord, je crois qu'il faudrait personnaliser d'abord les projets et l'objectif de la République de Djibouti dans cette alliance. Et dans ces cas-là, nous allons présenter des projets pour Djibouti qui seront ou qui augmenteront la phase du solaire et de l'intégration régionale sur les énergies renouvelables pour la République de Djibouti. Pour le second, je vais dire qu'il faudrait aussi chercher les financements. Aujourd'hui, l'ISA a annoncé, en termes de cette conférence, qu'il y aura plus de 1000 milliards d'aides de financement qui seront débloquées dans les prochaines décennies. Et Djibouti, certainement, bénéficiera de ces financements pour pouvoir réaliser ses objectifs d'énergie verte, 100% verte pour Djibouti. Et troisièmement, je voudrais que la République de Djibouti profite de cette session pour d'abord faire un cadre réglementaire légal au sein de l'ISA pour tout ce qui est énergie verte, mais aussi pour les côtés formation, je vais dire, et que nos jeunes Djiboutiens doivent intégrer les centres d'excellence sur la formation de tout ce qui est énergie verte. Lorsque j'ai dit énergie verte, c'est les solaires, les éoliennes, mais aussi pour la géothermie. Donc je voudrais dire aujourd'hui que Djibouti est là, Djibouti est représenté grandement par le président de la République en personne, qui a voulu bien faire ces déplacements et marquer Djibouti dans l'histoire de l'ISA pour sa fondation. Et je vais dire que nous allons en profiter et nous allons déjà travailler pour la ratification et l'intégration de Djibouti au sein de l'Alliance solaire internationale.
Et revenons donc sur ce sommet avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed. Donc nous avons vu que la première journée des travaux de ce sommet a eu lieu. Et le président de la République participe donc à ce sommet. Qu'est-ce que l'on peut retenir à l'issue de cette première journée? Eh bien Ahmed, 2 ans après avoir été dévoilé par l'Inde et la France lors du sommet sur le climat au COP 21 à Paris, l'Alliance internationale pour le solaire est entrée dans sa phase opérationnelle. On estime que les populations de 121 pays situés entre les tropiques du Cancer et du Capricorne peuvent tirer avantage des rayons solaires. 46 ont signé l'accord cadre de cette alliance pour le solaire, 19 l'ont déjà ratifié. Cette alliance est née d'un constat. Le solaire est l'une des énergies renouvelables les plus abondantes dans des régions du monde qui ne disposent pas toujours des technologies, des financements ou de l'expertise pour l'exploiter à son maximum. En associant les banques de développement et les secteurs privés, l'Alliance pour le solaire entend mobiliser plus de 1000 milliards Ahmed, de dollars d'investissement pour accélérer l'accès à cette énergie abondante dans les pays du Sud. Le Royaume-Uni, le Japon, les États-Unis sont également membres de l'Alliance qui travaillera en lien avec l'Agence internationale de l'énergie, autrement dit l'AIE, avec aussi les banques de développement, les entreprises et les investisseurs privés. L'énergie solaire apparaît de plus en plus comme un outil central de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les panneaux des cellules photovoltaïques s'améliorent, les coûts baissent, seuls les financements manquent. L'objectif est de développer des technologies performantes et compétitives dans la zone intertropicale où vivent 4,5 milliards d'habitants sans accès fiable à l'électricité. Merci Samatar pour cette analyse. Dans le reste de l'actualité, un atelier sur les énergies renouvelables, leur situation en République de Djibouti a été donc conjointement organisé aujourd'hui par la Chambre de commerce de Djibouti et l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne. Des experts donc allemands spécialisés dans ce domaine ont donné des explications techniques pour mieux cerner donc les avantages que l'on peut tirer des énergies renouvelables, des énergies qui sont disponibles et à moindre coût par rapport aux énergies fossiles que sont tous les produits pétroliers. Les énergies renouvelables donc assureront le développement à venir de la République de Djibouti. La plupart des pays donc réfléchissent actuellement, à l'heure actuelle, sur comment assurer donc la transition énergétique. Une délégation de représentants de plusieurs pays donc sont venus pour partager leur expérience et participer aux sessions B2B avec des opérateurs privés et publics. Grâce à cet atelier, la Chambre de commerce de Djibouti compte accroître l'exploitation des énergies renouvelables avec la collaboration de la coopération allemande et des institutions. Étaient présents à cet atelier l'ambassadeur de la République d'Allemagne à Djibouti, Volker Beresheim, et l'ambassadeur du Japon, Koji Yonetani. Et pour plus de précision, écoutons les explications du président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale. En premier lieu, de vous souhaiter la bienvenue à la Chambre de commerce de Djibouti, à l'occasion de cet atelier sur les énergies renouvelables. Dans les domaines stratégiques justement des énergies, et surtout des énergies renouvelables et durables, l'Afrique a un immense potentiel en la matière qui est souvent sous-exploité. À Djibouti, par exemple, nous le savons, tout le soleil, tous les jours que le bon Dieu crée, nous sommes sous le soleil. 365 jours. À savoir, disponible donc toute l'année, avec le bouleversement climatique mondial et la fin de programmer des énergies fossiles, les énergies vertes sont donc de nos jours une alternative à prendre en considération. Et dans cette optique, il y a quelques années, la République de Djibouti avait adhéré, ratifié les statuts de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA, dont la mission première est la promotion et le développement des énergies renouvelables. Au-delà de l'exigence environnementale, la diversification des ressources énergétiques, à travers notamment le développement des énergies renouvelables, répond pour Djibouti à une nécessité dans la mesure où le coût et l'accès de l'électricité représentent une contrainte au développement socio-économique du pays. D'où l'objectif que s'est fixé le gouvernement d'utiliser à Djibouti 100% d'énergie renouvelable et propre
à l'horizon 2020. En nouvelle nationale toujours, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a organisé ce dimanche une cérémonie de distribution des kits d'insertion économique aux femmes vivant avec un handicap. S'inscrivant dans le cadre de la politique d'autonomisation de la femme et de lutte contre la pauvreté et la précarité des femmes, une liste de femmes sélectionnées seront amenées à créer leurs propres activités génératrices de revenus, comme la parfumerie, la pâtisserie, la vente de boubou, l'épicerie ou encore les cabines téléphoniques. Ces différents projets sont financés par l'UNICEF et le port de Djibouti. La cérémonie a été présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan. En participé également à cette cérémonie la représentante de l'UNICEF, la représentante du HCR, la représentante du PNUD, la secrétaire générale de l'UNFD, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, la présidente des réseaux des handicaps, le président des réseaux des handicapés, Idriss Moumine, et le président de l'Action Handicap, Ali Mohamed. Ces femmes-là, de continuer justement à les appuyer et à leur permettre de s'épanouir pleinement dans la vie à Djibouti. Je vais prendre cette occasion aussi pour m'adresser à vous, chères femmes qui êtes venues ici aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous affrontent la vie quotidienne avec des défis que beaucoup d'entre nous ne peuvent même pas s'imaginer. Mais en même temps, vous êtes des femmes fortes qui peuvent contribuer aux revenus de vos familles et aussi à l'économie nationale. Donc je voudrais encore une fois féliciter cette excellente initiative du ministère de la Femme et de la Famille qui permet justement de vous donner des moyens pour contribuer encore plus efficacement aux revenus de vos familles et pour que dans l'avenir, la première chose qu'on voit quand on vous voit, ce n'est pas votre handicap, mais justement votre capacité d'être productive, d'être créative et d'être des vraies participantes à la vie économique et sociale à Djibouti. Et écoutons à présent les précisions et explications de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan. Nous sommes dans le cadre d'une semaine nationale qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Cela prouve et démontre que la vision du chef de l'État est de n'exclure et écarter aucune femme dans sa politique. Cela se traduit à travers les actions entreprises par les différents départements ministériels. Aujourd'hui, nous sommes dans cette salle du CASAF pour célébrer la Journée internationale de la femme avec les personnes vivant avec un handicap. Personnes qui ont été choisies, identifiées par les réseaux travaillant avec cette cible. Nous avons souhaité, à travers cette activité, tendre la main et donner la possibilité et la chance aux femmes qui vivent avec un handicap et qui voudraient améliorer leurs conditions de vie. L'amélioration des conditions de vie va se traduire en leur remettant un kit de matériel par laquelle ils vont pouvoir exercer des activités génératrices de revenus. Le message que je souhaite faire passer aux femmes bénéficiaires de cette activité aujourd'hui: le gouvernement vous tend la main. Le gouvernement va vous soutenir et vous appuyer dans toute action que vous souhaitez entreprendre pour améliorer vos conditions de vie et sortir de la précarité. Chères sœurs, chères mères, je vous demande de pouvoir exercer cette activité de la manière la plus professionnelle possible qu'il soit. Cela sous-entend quoi? C'est-à-dire à chaque fois que vous allez travailler avec le matériel que nous allons vous remettre aujourd'hui, pensez à utiliser les sommes d'argent que vous aurez collectées à travers cette activité pour y vivre, mais surtout pensez à épargner, à mettre de l'argent de côté pour développer et prospérer les activités que vous comptez entreprendre. Aujourd'hui, le gouvernement du Djibouti considère et en fait de sa politique et de la politique du chef de l'État un cheval de bataille pour pouvoir tendre la main et soutenir toute personne vivant avec un handicap. Cette politique, c'est la volonté du chef de l'État. C'est la volonté de la Première Dame, qui, depuis plus d'une quinzaine d'années, ne cesse d'entreprendre et de réaliser des activités pour les personnes vivant avec un handicap.
Le directeur de la poste de Djibouti a effectué une visite de travail de 3 jours au Qatar, poste à Doha, sur invitation de son président-directeur général du 4 au 7 mars dernier. Cette mission s'inscrit dans le cadre du rapprochement des deux entités postales qui aspirent à être le fer de lance, chacune dans sa région, la Corne de l'Afrique et le Golfe d'Arabe. Lors de cette visite, le directeur de la poste de Djibouti, M. Bahnan Ali Medal, a rencontré son homologue qatari, Mohamed Fallah Al-Naimi, et les chefs de direction d'institutions qatari. Rencontre durant laquelle plusieurs points de convergence ont été soulignés, notamment la nécessité d'élaborer un plan de travail visant à consolider et à ouvrir de nouveaux champs de travail entre les deux opérateurs postaux. Durant cette visite, la délégation djiboutienne a effectué une tournée dans les différentes agences entièrement digitalisées et à la pointe de la technologie. À noter que le Qatar Poste se positionne aujourd'hui à la première place du monde arabe en termes de services postaux. Le directeur général de la Poste de Djibouti n'a pas manqué également de communiquer à ses collègues qataris de l'ouverture à Djibouti du bureau postal somalien, donnant ainsi la possibilité à la très forte communauté somalienne installée au Qatar de profiter de ce service. La police nationale a organisé ce matin à l'académie d'Idriss Farah Abani de Nagal une formation sur la lutte contre la criminalité financière, pléchéant des capitaux financiers, corruption et la finance de terroristes. Cette formation, qui se déroulera du 11 au 15 mars, est destinée aux agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la justice et de la douane. L'objectif de cette formation étant de renforcer les capacités et la connaissance des éléments de la police, de la gendarmerie, de la justice et de la douane. Enfin, cette formation est animée par 4 experts issus d'Interpol. Toujours en nouvelle nationale, une formation sur le soin d'urgence préhospitalier, donc c'est ouverte au quartier général de la protection civile et des sapeurs-pompiers. La cérémonie de cette formation qui va durer une semaine a été coprésidée par le directeur général de la CNSS, Hassan Roblé, et par le directeur général de la protection civile et des sapeurs-pompiers, le colonel Moussa Mahamoud. Cette formation est dispensée par 2 paramédics bénévoles de l'Ottawa, de l'État du Québec, et s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la CNSS et les paramédics canadiens. La formation pré-hospital, donc Trauma Life Support, est une formation de 40 heures dispensée par les paramédics de l'Ottawa, du Québec au Canada, et cette formation est destinée au personnel de première ligne, de premier secours, de différents corps constitués comme la protection civile, la gendarmerie nationale, la police nationale, les gardes-côtes, les forces armées djiboutiennes, la garde républicaine, la CNSS, le SMUR et le ministère de la Santé. Maxime Tiverge et Émilie Tiverge sont les experts déployés pour partager leur expertise et leur savoir-faire avec une quarantaine de personnes qui bénéficieront donc de cette formation. Les autres corps étaient présents aussi, la gendarmerie, la garde républicaine, la police, la garde-côte et l'armée, ainsi que le ministère de la Santé. Cette formation se déroulera une semaine. Elle sera certifiante, un certificat unique et international. Seuls 3 pays africains bénéficient de cette formation certifiante. Je pourrais leur souhaiter bonne chance et bonne continuation, bonne collaboration de la protection civile. Écoutons à présent l'interview que nous a accordé le directeur général de la protection civile des sapeurs-pompiers, le colonel Mahamoud, qui s'est réjoui donc de cette formation. On l'écoute. Préhospitalier, qui est dispensé en collaboration avec gracieuse collaboration de la Caisse nationale, ici représentée par son directeur, qui nous permet, c'est la 2e fois en 2 ans que nous faisons ce genre de formation qui est très utile pour nous, secouristes. Cette formation consiste en cas de crise, en cas d'accident grave avec des multiples victimes, que plusieurs intervenants arrivent sur le lieu, par exemple derrière d'un train ou un crash d'un avion, comment tous les services qui vont concourir pour secourir aussi, vont collaborer ensemble. D'accord? Donc, nous sommes des secouristes. CNSS, ils ont des médecins et des infirmiers. Donc, si nous ne parlons pas le même langage, nous n'avons pas travaillé et le travail sera
de moindre qualité et des pertes en vie humaine seront beaucoup plus conséquentes que ce qu'il devrait être. Voilà, c'est une manière pour que toutes ces institutions qui travaillent dans le coordonner leur travail dans des conditions décentes du lieu de l'accident et les transporter jusqu'à l'hôpital le plus proche. Font partie, comme vous pouvez le constater, il y a la CNSS qui fait partie, qui est en premier lieu, avec ses personnels médicaux, les infirmiers, il y a le corps de la police, il y a le corps de la gendarmerie, il y a le corps de sapeurs-pompiers de Djibouti, l'armée aussi sera là. Et nous souhaitons aussi que nos autres corps, comme la garde-côte ou bien la garde républicaine, et c'est une formation qui se talera sur une semaine à l'issue de quoi, à la fin, leur sera délivré un certificat international standard nord-américain délivré par nos collègues urgentistes de l'UTOE. Et enfin, un sport, dans le cadre du championnat sportif scolaire saison 2017-2018 dans les établissements de l'enseignement moyen et secondaire, le gymnase du lycée de Djibouti a abrité le week-end dernier le tournoi play-off de handball pour le lycée de la ville de Djibouti. Les premiers matchs dans les tours préliminaires dans la discipline handball garçons et filles ont opposé les équipes issues de 5 établissements scolaires de l'enseignement moyen et secondaire. Chez les garçons, le lycée de Djibouti a écrasé le lycée de Gabot sur un score de 22-5. Dans la catégorie filles, en demi-finale, le lycée de Balbala a battu le lycée de Gabot par 8-4. Dans l'enseignement moyen, toujours handball chez les filles, le CEM de Boulaos a battu le CEM de Fukuzawa sur un score de 5-1. Et chez les garçons, le CEM de Boulaos a battu le CEM de Fukuzawa sur un score très serré de 6-5. En football, cette fois-ci dans la catégorie cadet filles, le lycée de Gabod a battu le LIC par un score de 2-0. Chez les garçons, le lycée de Djibouti a battu le LIC sur 1-0. Dans la catégorie minime filles, l'école d'Oglé a opposé CDF. Donc enfin, la victoire est revenue au collège de Sardfoucault par un score d'1-0. Et chez les garçons, le collège de Gabod a battu le CEM d'Ambouli sur un score d'1-1. Et dans la journée d'hier, les matchs de la discipline basketball et handball garçons et filles ont opposé les équipes des différents lycées de la capitale. Et chez les garçons, le lycée de Djibouti a battu le lycée de Odankart sur un score de 26-20. Et le lycée technique de Gabod a opposé le lycée technique de PK12. La victoire est revenue au lycée technique de Gabod sur un score de 5-0. Et à noter que les épreuves du tournoi se dérouleront donc dans plusieurs établissements scolaires, notamment au lycée industriel et commercial, au lycée de Djibouti et au collège de Fukuzawa tous les vendredis et les samedis jusqu'au mois d'avril 2018. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Samatar Saïd. Donc Samatar, discussion avec la Corée du Nord. Donald Trump affiche sa fierté face aux électeurs républicains de Pennsylvanie. Le président américain en a profité pour dézinguer ses prédécesseurs. Effectivement, Ahmed, les pourparlers avec la Corée du Nord, Donald Trump n'en est pas peu fier. En meeting parmi ses plus fidèles soutiens ce samedi en Pennsylvanie, le président américain a profité d'un bain de foule pour conforter sa politique étrangère et tacler celle de ses prédécesseurs. Cette semaine, Donald Trump a accepté la main tendue par Kim Jong-un et de la rencontrer dans le but, selon le côté américain, de parvenir à une dénucléarisation permanente de la Corée du Nord. Si ce sommet se concrétise, il s'agirait alors de la première rencontre entre un président américain et un leader nord-coréen. Et enfin, donc le Japon se souvient 7 ans après le tsunami et la catastrophe nucléaire. Et le Japon donc s'est figé dans le recueillement ce dimanche au moment précis où le 11 mars 2011 se produisit un terrible tremblement de terre suivi d'un tsunami meurtrier et d'une catastrophe nucléaire, notamment celle de Fukushima. Effectivement, Ahmed, ce drame, comme chaque année, une cérémonie officielle s'est tenue à Tokyo en présence du Premier ministre japonais Shinzo Abe et du prince Akishino, fils cadet de l'empereur Akihito, et de son épouse Kiko, tous deux représentant le couple impérial ainsi que des survivants. Dans les régions sinistrées du nord-est de l'archipel, des résidents ont également observé une minute de silence selon les images diffusées par les chaînes de télévision japonaises. Au total, 18 000 personnes ont péri ou disparu dans le tremblement de terre de magnitude 9 et le tsunami